Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors, on va parler de l'actualité brûlante et bien entendu de la décision de la Cour suprême d'hier soir de valider la candidature d'Hiba Yazbek, une députée arabe du parti Balad, qui avait exprimé une forme de soutien ou de caution envers un terroriste, un archi-terroriste, Samir Kounta, responsable de l'un des attentats les plus choquants de l'histoire de l'État d'Israël à la fin des années 70 contre la famille de Smadar Haran. La Cour suprême a validé cette candidature alors que la Commission électorale centrale l'avait invalidée. C'est un peu en général, si on peut se référer aux dernières consultations électorales pour constater que c'est à chaque fois un rituel. La Cour suprême valide ce que la Cour a invalidé et invalide ce que la Cour a validé, ce que la Commission a invalidé. Comment vous expliquez cette position de la Cour suprême? Écoutez, heureusement, je ne fais pas partie de la Cour suprême, car si j'en avais fait partie, elle n'aurait pas validé la candidature de cette dame qui a exprimé depuis des années des sentiments d'approbation et de sympathie pour les terroristes. Je dois dire que ça m'est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles la Cour suprême, contre l'avis d'ailleurs de la présidente, c'est ça, qui est en minorité, a validé cette candidature d'une dame qui a violemment attaqué l'État d'Israël, même l'État d'Israël, pas le gouvernement, qui a justifié des massacres commis par les pires terroristes et qui maintenant se présente à la Knesset. Ça me rappelle un peu Madame Khanin Zouabi, qui était elle aussi véhémente, pestileuse, et qui pendant des années a pestiféré contre tout ce qui était le plus important en Israël, c'est-à-dire la vie humaine, ces vies humaines qui avaient été terminées par ces mêmes terroristes qu'elle soutenait. C'est très difficile d'expliquer une décision pareille de la Cour suprême. Et la Cour suprême, ici, à mon avis, fait une erreur. Juste au moment où elle est tellement critiquée par la droite israélienne, elle devrait démontrer qu'elle n'est pas moins patriotique et qu'elle a les mêmes valeurs que la plupart des gens en Israël, car je m'imagine, Daniel, que si vous faisiez un sondage aujourd'hui en Israël, 90% de la population serait contre cette candidature. Oui. Et c'est pas bien que la Cour suprême se détache comme ça de l'opinion d'une majorité des Israéliennes. Parce que oui, je suis d'accord, des fois il y a des petits imbroglios judiciaires et des petites nuances juridiques. On peut dire on n'a pas exactement de preuves pour ça, qu'est-ce qu'elle disait pour ça. Mais des fois, il faut aussi faire preuve de sens commun. Et là, le sens commun crie à haute voix que cette candidate n'est pas digne de siéger à la Knesset. À mon avis, cette décision de la Cour suprême l'affaiblit dans l'opinion publique israélienne, et c'est dommage car nous avons besoin d'une Cour suprême qui soit respectée par tous. Alors, je vais essayer de me faire l'avocat d'une certaine manière de la Cour suprême en soulignant qu'il y avait 9 juges qui se sont prononcés dans ce verdict et que finalement, il y en a 5 qui ont voté en faveur de la candidature de Yazbek et 4 qui ont voté contre. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que parmi les juges qui ont voté
pour la candidature, eh bien, on sait que ce sont des juges qui ont été désignés à une époque où, on va dire, le libéralisme était de mise dans la cour suprême, c'est-à-dire sous, par exemple, Tzipi Livni, qui était ministre à l'époque de la Justice, et qu'il y en a deux qui ont été désignés par Ayelet Shaked, qui avait entamé, on le sait, durant son mandat au ministère de la Justice, une réforme visant à faire rentrer plus de conservatisme, on va dire, dans la Cour suprême. Alors, est-ce que finalement, comme le dit l'un des commentateurs israéliens, Amit Segal, ce matin, finalement, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de droit, il y a seulement des hommes qui ont, même au niveau de la Cour suprême, des hommes qui ont leur opinion propre et qui jugent en fonction de leur éducation, de leur propre opinion et même de leur opinion politique. Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse. Et la preuve est vraiment que parmi les juges qui ont voté pour Yazid, il y avait des juges conservateurs, même je crois qu'un porte une kippa. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dicter aux juges leur façon de penser et leur manière de voter. Ça, c'est évident. Mais c'est quand même dommage que les juges ne reflètent dans une affaire comme ça, parce que c'est pas là un crime qui a été commis où il faut des preuves, où ne reflète pas l'attitude d'une écrasante majorité d'Israéliens qui pensent que Yitzhak n'est pas digne de siéger à la Knesset et qu'on peut trouver des circonstances atténuantes en disant il n'a pas dit ce mot, il a employé ce mot, mais il voulait peut-être dire autre chose. Des fois, il faut aussi que la Cour suprême se rappelle qu'elle est une Cour suprême israélienne. Et qu'elle se doit aussi, elle, de défendre la justice en Israël. Elle se doit de défendre pas seulement les droits d'une personne, mais de tout un peuple qui essaye de lutter contre le terrorisme. Et cela vient justement dans un background d'attaques terroristes qui se sont renouvelées à partir de Gaza, ou d'attaques terroristes que nous voyons maintenant en Judée et Samarie. Donc, je crois qu'il y a là une erreur de la part de ceux qui ont voté comme ça, et justement la présidente Hayout, peut-être qui a plus le sens du public, a eu la sagesse de voter contre. Comme elle a voté, contre. Alors, Avi Pazner, cette décision suscite énormément de réactions depuis hier soir, mais je voudrais aussi revenir avec vous et vous demander de nous faire partager votre expérience diplomatique pour mieux comprendre un peu ce qui se passe dans les relations entre Israël et les États-Unis. Il y a 15 jours, Benjamin Netanyahou était à Washington pour rencontrer Donald Trump et pour écouter le président américain présenter son fameux deal du siècle. On avait le sentiment d'une euphorie particulière, d'instant historique, c'est Netanyahou qui l'a dit et répété, et que l'on s'acheminait à toute vitesse vers l'instauration d'une souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, sur les implantations juives de Judée et Samarie, comme cela est mentionné dans le plan. Et finalement, on assiste à un coup de frein, même je dirais un double coup de frein. Le premier par Jared Kushner, le gendre et le proche conseiller du président, et le second hier par David Friedman, qui lui-même est considéré comme un supporter inconditionnel des implantations juives. Comment vous expliquez ce qui s'est passé là dans les relations? Et on dit même qu'aujourd'hui, le président américain serait froissé ou contrarié par l'attitude des Israéliens qui ont voulu tout de suite imposer la souveraineté israélienne. Je crois plutôt qu'il s'agit d'un malentendu, parce que si vous écoutez ce que Trump a dit dans cette fameuse réception, il a parlé que oui, il doit y avoir souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain et dans les implantations. Oui. Donc, on pouvait très bien comprendre à ce moment que Trump voyait d'un œil favorable l'imposition de la loi israélienne à ces territoires. Peut-être que Trump
s'est laissé un peu aller avec lui aussi son enthousiasme et qu'après on lui a rappelé, peut-être que c'est même Jared Kushner qui est en contact avec les pays arabes, avec qui a dit si on veut laisser un peu de chance, un peu de possibilité à ce plan de paix de décoller, eh bien, il faut empêcher des actes israéliens unilatéraux pour voir si vraiment on peut faire quelque chose, si l'Amérique peut présenter un plan qui soit considéré comme sérieux, pas même tellement par les Palestiniens qui disent toujours non à tout, mais par les pays arabes amis des États-Unis et qui ont de la sympathie pour Israël, comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, même la Jordanie. Et c'est là, je crois, la source de ce malentendu, parce que Netanyahou était, à mon avis, complètement convaincu que oui, voilà, ça faisait partie du plan. Mais il s'avère que l'administration Trump voit les choses d'une autre manière. D'ailleurs, à mon avis, ce n'est qu'une histoire de temps. Et je crois que immédiatement, dès qu'un nouveau gouvernement sera formé en Israël, cette question sera à l'ordre du jour. Et c'est de savoir si on peut, avant même de commencer les négociations, adopter certaines mesures. Je crois que ce sera difficile, mais au moins commencer des négociations sur la base de ces annexations, c'est-à-dire que ces annexations seront posées comme base de négociation et qu'il faudra définir exactement les frontières, le terrain, comment ça se passe. Il y a des milliers de détails sur lesquels il faut travailler. Ce n'est pas pour rien que le plan de paix de Trump, il a 181 pages, est très, très, très détaillé. Il faut mettre chaque détail, il faudra négocier. Au moins avec les Américains, sinon avec les Palestiniens, mais au moins avec les Américains, l'application de chaque détail. Donc, c'est clair que les Américains n'ont pas voulu que cette mesure serve aux fins électorales du Premier ministre israélien. Après les élections, de toute façon, nous aurons 1 mois, 2 mois, peut-être plus, à attendre jusqu'à ce qu'on forme un gouvernement, et espérons qu'on va former un gouvernement. Et après, on verra qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, je crois que beaucoup de capital dans le monde ont poussé un soupir de soulagement et peut-être que même tranquillement, ils ont félicité les Américains d'avoir empêché une annexion unilatérale de la part d'Israël qui aurait pu être considérée comme faisant partie de la campagne électorale du Likoud. Une dernière question, Avi Pazner, et il nous reste 1 minute. Est-ce que vous pensez que finalement, ce coup de frein donné par l'administration Trump à la mise en application d'au moins une partie de ce plan de paix risque de coûter cher à Benjamin Netanyahou sur le plan électoral? Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas vu que le plan de paix au début, même dans les premiers jours, alors qu'on croyait qu'il pourrait appliquer la loi israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations. Je n'ai pas vu que ça avait affecté grandement les opinion polls, les sondages qui prévoyaient environ le même nombre de mandats. Et la même chose, après que Netanyahou a décidé de ne pas le faire, c'est resté la même chose. Je crois que l'électorat israélien est assez figé dans ses positions pour comprendre qu'il y a des choses qui sont faisables avant les élections, d'autres qui ne sont pas faisables. Et même si vous avez peut-être un tout petit changement d'un député, d'un siège. Oui, d'un siège à droite ou d'un siège à gauche,
ça ne donne aucun changement dans les grands blocs qui, eux, vont décider de l'avenir du gouvernement d'Israël. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces deux sujets importants d'actualité, donc la validation de la candidature de Hiba Yazbek et donc ce coup de frein donné au plan de paix américain par l'administration Trump face au gouvernement israélien. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, bonne fête de Tobi Shvat. Merci. Chag Sameach. Voilà, Chag Sameach.